Bon, ben, bonjour tout le monde, on va commencer la discussion. Attends, j'ai oublié le titre, je vais le sortir. Discussion sur les tenants et aboutissants du GraphZine avec Simon Bossé, qui est ici avec moi. Donc, je peux me présenter rapidement. Juste voir si mon micro fonctionne. Ça marche bien. Vas-y. Ouais, OK. Donc, je me présente, je m'appelle Isabeau Legendre, je suis chercheur à l'université. Je fais de la recherche sur les zines au Québec, puis plus récemment aux États-Unis, puis en France. Puis une partie de mon travail porte sur l'histoire des GraphZines, puis ce milieu, disons le milieu associé à ce genre de zine. Isabeau, Voilà. continue, je vais mettre de l'argent dans mon parc à mer. Ah, OK. Excuse-moi, je veux pas te manquer de respect. Non, c'est parfait, c'est parfait. Donc, peut-être commencer en définissant rapidement qu'est-ce que c'est qu'un GraphZine. Donc, c'est une publication proche du milieu du zine, donc qui est souvent en auto-édition, autodistribution ou produit par des petites maisons d'édition indépendantes et qui se concentre principalement sur la partie visuelle. Souvent, ça va être de l'illustration. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent du milieu de la bande dessinée, par exemple, qui ont fait une espèce de transition vers le GraphZine. C'est aussi un genre qui est né proche des communautés punk, donc avec un côté assez trash, des thèmes associés à la culture punk. Donc souvent, il est question de violence, de sexualité, de drogue, de tabou. Il y a quelque chose de très pulsionnel, puis associé à une prise de liberté dans la création. Qui vient aussi un peu avec ce genre-là. Puis, historiquement, disons, c'est apparu vers la fin des années 70, début des années 80, on commence à avoir des précurseurs. Puis, à partir des années 90, ça devient vraiment un genre à part entière, avec ses propres codes, son propre milieu. Donc, comme portrait général, ça donne un peu ça. Puis, ça se transmet jusqu'à aujourd'hui là, sous différentes formes. On peut peut-être, tu peux peut-être te présenter, Simon, un peu parler de ton parcours, puis c'est quoi ton rapport au GraphZine? D'accord. Alors, mon nom est Simon Bossé. Moi, je dirais dans les années 80, début 90, j'avais vraiment une passion pour la bande dessinée. Et puis, il vient un moment donné où il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la bande dessinée, puis qui rêve peut-être de se faire éditer, et puis qui essaye de trouver des moyens d'eux, à une époque où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'avenues qui s'offraient aux auteurs. Puis moi, personnellement, à un moment donné, j'ai découvert le fanzine par le travail de Julie Doucette, parce qu'elle faisait ses petites publications, tout en photocopie. Ça se vendait 25 sous. Il y avait peut-être 2 librairies à Montréal qui daignaient tenir ces publications-là. Mais moi, quand je regardais ça, à un moment donné, ça a vraiment fait un déclic. Puis je me suis dit, si je veux me publier, la meilleure façon, ou si je veux être publié, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire moi-même. Puis là, à ce moment-là, à partir du moment que tu acceptes ça, puis que tu te lances là-dedans, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de limite. Ouais. Dans le sens que ça prend à peu près pas de budget. Ça prend... si tu as du temps à investir, tu comptes pas le temps que tu mets là-dedans. Et puis, moi, c'est ça que j'ai fait aussi. Fait que je me suis même donné à publier mes propres petits fanzines. Je me suis encore... à un moment donné, j'étais allé au centre de photocopie, puis j'avais dépensé 35$ de photocopie. Là. Puis j'hallucinais, là, je me disais, j'ai jamais dépensé autant d'argent comme ça, dans un centre de photocopie. Puis c'était à une époque aussi où la photocopie couleur, ça n'existait à peu près pas non plus. Toi, tu les faisais en noir et blanc, les premiers? Moi, je les faisais en noir et blanc, oui. Ouais. Et puis, bon, là, évidemment, on parle avant l'Internet. Fait que ce petit phénomène-là, il y en avait partout. Moi, je m'intéressais à ce qui se faisait beaucoup en Europe. Il y avait des publications aussi. Il y avait du monde qui publiait des fanzines sur les fanzines. Fait que moi, je pouvais acheter, mettons, un magazine qui s'appelait Fact Sheet 5, qui c'était une revue qui venait de New York. Puis c'était un catalogue. Fait que c'était un livre, ça avait un format magazine, mais tu consultais ça, puis il y avait des fanzines de partout dans le monde sur tous les thèmes possibles et imaginables. Parce qu'il y a ça aussi, le fanzine, c'est pas propre à la bande dessinée. C'est propre à ce que toi, tu veux véhiculer dans ton fanzine. Là non plus, il n'y a pas de limite. Là.
Puis là, moi, je me suis mis à faire des échanges. Fait que si je lisais une petite critique de 6 lignes sur un petit fanzine de Californie, moi, je mettais mon fanzine dans une enveloppe, j'écrivais un petit mot doux, puis je leur disais voici ce que je fais. Oui. Ça vous tente de faire un échange? En général, que le monde aimait ou non, c'était un peu la loi non écrite. Oui. Quand tu reçois, tu t'échanges. Toujours une forme d'échange. Oui. Puis, il y avait un penchant similaire en France. C'était Éric Hellman à l'époque. Oui, okay. Puis, lui, un fanzine s'appelait Michel-Ange. Oui. Puis, lui aussi, il s'intéressait à tout ce qui se faisait localement. Puis, avec son fanzine, après ça, il partageait ça à tout le monde. Fait que moi, je me suis vraiment développé un réseau de contacts de par le monde. Puis, on s'est mis à faire des échanges. À un moment donné, moi, je publiais des fanzines. J'en donnais plus que j'en vendais. Ah, oui, mais c'était toujours une monnaie d'échange. Puis, c'était toujours une façon de découvrir ce que les autres faisaient. Et à ce moment-là, est-ce que tu étais en contact avec les gens au Québec qui en faisaient? Oui, il y a déjà une belle scène à Montréal. Oui, c'est ça. Donc, ça se fait à peu près en même temps. Tu rencontres les gens à Montréal qui en font et des gens aux États-Unis à travers Fact Sheet 5, puis en France avec Michel-Ange. Okay. Oui, puis il y a eu un effet d'entraînement à un moment donné. Il y a beaucoup de monde qui sont mis à faire des fanzines. Les endroits où on pourra en trouver, la sélection est incroyable. Et puis... les réseaux, là, ça se faisait là, à qui mieux mieux. Moi, je recevais des fanzines de France. Les couvertures étaient sérigraphiées. Je ne savais pas c'était quoi sérigraphie. Okay. Mais moi, c'est ton premier contact avec la sérigraphie? C'est mon premier contact avec la sérigraphie. Des fanzines comme Le Dernier Cri ou La Pieuvre, Philippe Huger. Je recevais des fanzines sérigraphiées. J'avais jamais vu ça. Puis... c'était des fanzines quand même punk, là, avec des traits, des thèmes qui moi, ça me touchait, là, ça m'intéressait. Ouais. Puis c'est vraiment à partir de... Moi, à l'époque, j'ai travaillé à l'usine de mon père. C'était une shop, il faisait de l'équipement de hockey dans l'est de Montréal. Puis il y avait un département de sérigraphie. T'sais, il imprimait le cuir, le nylon, le plastique. Fait que moi, à un moment donné, j'étais allé voir les filles du département. Ils m'ont fait un cours sérigraphie 101. Puis là, j'y allais le soir, puis j'ai commencé à printer mes propres couvertures. T'sais. Dans la shop d'équipement de hockey? Dans la shop d'équipement de hockey. Fait que ça, pour moi, ça a vraiment été l'événement déclencheur, je dirais. Là. Parce que dans ce médium-là, là, le gravzine ou le fanzine ou quoi que ce soit, si tu es prête à t'investir, puis à pas compter tes heures, puis à faire des choses, je veux dire, c'est fou ce qui va sortir de ça. Là, oui, parce que, peux-tu expliquer rapidement la sérigraphie, comment ça marche, juste pour donner une idée à des gens qui n'en auraient jamais fait ou qui n'en auraient jamais vu? C'est un procédé d'estampe on utilise des soies qui sont tendues sur un cadre, puis avec un procédé photographique, on met une émulsion, on expose l'émulsion, puis là, ça va libérer les pores de la soie. Puis là, après ça, avec une raclette, tu passes ton encre sur ton cadre, ça fait un transfert d'image. Tu sais, comme un T-shirt. Tout le monde qui a un T-shirt, c'est sérigraphié. Là. C'est vraiment le médium de choix pour faire du T-shirt, c'est la sérigraphie. Ouais. Ça permet, donc avec la soie, on fait un genre de pochoir qui permet de faire un transfert de couleur, puis ça permet d'imprimer, en fait, de choisir la couleur avec laquelle on imprime. Tu imprimes une couleur à la fois. Une couleur à la fois. Donc, contrairement à l'impression couleur conventionnelle pour le papier qui est fait en quadrichromie en 4 couleurs. En sérigraphie, on peut vraiment choisir la couleur qu'on va imprimer telle quelle sans avoir à faire de mélange. Tu peux faire de la quadrille en sérigraphie aussi. Oui, mais c'est surtout qu'à cette époque-là, tu sais, va dans un centre de photocopie puis regarde les photocopies couleurs qui se font. C'était pas beau. Puis c'était super cher. T'sais. Fait qu'il y a personne qui utilisait ça. T'sais. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire des couvertures sérigraphiées, ça a vraiment eu un effet bœuf, là. Puis là, moi, je me suis mis à imprimer comme un débile parce que tout le monde voulait avoir une couverture sérigraphiée puis son fanzine. Fait que ça a été une période faste. C'était le fun. Tu sais, puis, mettons, on se disait, OK, un petit cercle d'amis, on se dit, on est 5, on va faire un lancement de fanzine. Puis là, tu dis ça à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Puis finalement, le lancement de fanzine, il y avait 20 fanzines qui étaient lancées. Tu sais, un simple lancement devenait un micro-salon. Tu sais, j'ai des souvenirs, c'était au Café K.O. Sur Saint-Denis à l'époque. Tu sais, on faisait des événements là. Ça partait que ça devait être juste un petit lancement, tu sais, comme 3 devant une table. Puis, tu sais, finalement, on prenait le bar au complet. Là, ça aussi, là, dans le fanzine, je pense qu'il y a
l'effet communautaire aussi. Là, le monde aime beaucoup échanger, le monde aime beaucoup faire des événements de groupe. Puis au niveau de l'édition aussi, tu sais, quelqu'un qui faisait un fanzine, souvent, il faisait, moi, mettons, Gratte-Cellule, qui veut participer à Gratte-Cellule, t'envoies ta planche de bande dessinée, puis t'es dans Gratte-Cellule, tu sais. Fait que le fardeau de faire un ouvrage aussi, c'était un peu moindre parce que c'était vraiment l'effet que tout le monde y participe. Donc, éventuellement, tu fondes Mille Putois. Comment ça se fait, ce processus-là? Moi, mon fanzine, ça s'appelait Mille Putois. OK, donc ça commence comme un fanzine. J'ai publié en 1990 mon premier fanzine, Mille Putois. Puis, tu sais, j'en ai pas fait des tonnes, j'en ai fait 7 en tout. À un moment donné, j'ai commencé à travailler avec Alexandre Lafleur, un autre BDiste. Fait qu'on se partageait le contenu du fanzine. Puis, mais de là, après ça, c'est comme si tout ce que j'ai fait portait la signature Mille Putois. Fait que si j'organisais une exposition, Mille Putois présente, c'était tout le temps ça. Là. Fait que après ça, j'en ai fait. Ouais. Donc c'est comme d'un fanzine devenu une maison d'édition par la force des choses. Ouais, c'est ça, impression. Encore à ce jour, n'importe quoi je fais, je le signe Mille Putois. Là, fait que c'est comme à la fois toi puis tous tes projets en lien avec l'édition. Ouais, vraiment. OK. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de distribution de gravzines, fanzines, livres, d'images, toutes sortes d'imprimés, surtout en provenance de l'Europe. À peu près. Tu as dit que ça s'était constitué autour de Fact Sheet 5, Michel-Ange avec les États-Unis et la France. Comment ça a évolué, ce projet-là? Puis... tu sais, dans la dynamique de toujours chercher à travailler avec d'autres artistes. Surtout maintenant... c'est tellement facile d'entrer en contact avec le monde puis de découvrir ce que le monde font. Puis, tu sais, mettons, dans les années 90 encore, moi, je travaillais au Cheval Blanc à l'époque. J'étais serveur au Cheval. Puis, je faisais beaucoup de correspondance avec plein d'éditeurs puis d'auteurs. Puis, moi, ça me faisait flipper de voir que ces ouvrages-là, on les trouvait pas ici. Fait que je me suis mis à organiser des comptoirs de vente de livres volants. Là. Fait que le samedi après-midi, je prenais un bout de bar à la taverne puis je vendais des livres que j'avais importés. Puis c'est tout du monde qu'on connaissait parce qu'on avait déjà travaillé avec eux autres. Puis, fait que tu avais toujours ce contact-là, puis le lien de confiance un peu. Là, fait que le monde t'envoie les livres. Puis, fait que c'était vraiment le fun. Est-ce que déjà à cette époque-là, tu vendais des livres qui venaient d'ailleurs que du Québec? Oui. OK. Quand j'ai commencé, c'était vraiment satellite. Là, en ce moment, j'ai un comptoir de vente. Moi, je travaille à la brasserie Donham, à Donham. Puis, j'ai mon atelier là-bas. Puis moi, ma job à la brasserie, c'est de gérer les projets d'étiquette, mettons. Puis, fait que je suis tout le temps en train de chercher des artistes, suivre des artistes, m'intéresser au travail d'artistes. Puis des fois, si je suis un artiste, puis il a sorti un petit livre, là, il y a une boutique, là, je vais voir dans la boutique, il y a plus qu'un livre, là, ça déboule, mais là, j'achète les livres, puis je suis chanceux parce qu'à Donham, il me donne vraiment beaucoup de liberté. Fait que ma table de vente à la brasserie elle est plus petite que la table ici, là, mais c'est loadé de livres, là, gros comme ça, puis c'est des livres qui se trouvent nulle part ailleurs, là, parce que je les ai commandés vraiment directement chez les... Il y a beaucoup d'artistes qui éditent aussi. Fait que il y a des belles choses qui se font partout. Là. Oui, c'est assez impressionnant à chaque fois. Tu fais aussi la tournée des festivals. Oui, à Montréal, je vais faire les festivals aussi. Oui, à Exposine, Volume. Exposine, Volume, c'est les deux seuls que je fais. OK. Puis tu as aussi ta boutique en ligne. Oui, une boutique en ligne aussi. Oui, qui est vraiment... moi, ça m'impressionne beaucoup à quel point tu arrives à avoir des livres, des zines d'artistes qui, vraiment, ils sont... probablement, clairement pas distribué autrement que par toi au Québec. Peut-être même en Amérique du Nord, je vois pas. Non, je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai à ma boutique qu'il n'y en a même pas ailleurs en Amérique. Ouais. Tu sais, des fois, je pense il y a une artiste allemande à un moment donné que je suis son travail. J'ai déjà travaillé à Erkel. Puis à un moment donné, elle a publié un petit livre de rien, sérigraphié. Elle en a fait 24 copies. T'sais. Fait que... Là, je lui ai écrit. Je disais, hey, Katrina, penses-tu qu'elle dit, je suis prête à t'en vendre 3 copies. Je les prends, c'est sûr, c'est fou. Puis, fait que sur les 24 copies, il y en a eu 4 au Québec. Mais c'est drôle parce que
moi, je partage ça sur mes pages, peu importe. Ouais. Puis l'année dernière, à Exposine, quand le salon Exposine a ouvert, il y a une fille qui s'est présentée à mon kiosque à 10h01. Puis elle m'a dit est-ce que tu as le livre à Katrina Kuhlenkamp? Là, j'étais là, ben j'en ai 3 copies. Mais elle l'avait vu parce qu'elle suit son travail en ligne. Elle avait essayé de le commander chez elle. Il était épuisé dans sa boutique en ligne. Tu sais, fait que c'est. Le monde est petit, là, mais tu sais, il y a moyen. Ouais. Ben oui, moi, c'est vraiment un travail exceptionnel pour aller justement dépister, trouver les honnêtement, nouveaux, là, des fois, j'ai créé une petite maison d'édition dans le fin fond de quelque part en Europe. Ouais. Puis tu leur témoignes l'admiration que tu as pour leur travail, puis que tu leur demandes si tu peux pas acheter leurs livres pour les vendre à l'autre bout du monde, ben je dirais que 10 fois sur 10, la réponse est bonne. Là, le monde, ils trouvent ça le fun, puis ils sont bien contents que leurs livres voyagent. Puis en revanche, ben, moi, je n'aurais jamais pris que ces livres-là. Fait que, la boucle est bouclée. Là, c'est le fun pour ça. Ouais. Parmi tes multiples chapeaux, tu as aussi le rôle ou le titre honorifique de sérigraphe en chef de quand même toute une bonne partie du milieu de la BD, du zine au Québec depuis les années 90, quoi. Oui. Oui, il y a eu une période plus occupée que... Oui, tu as quand même fait beaucoup de couvertures sérigraphiées, beaucoup de sérigraphie pour plein d'autres artistes. Comment ça s'est fait, ça, à partir du moment où tu apprends la sérigraphie, disons... moi, la sérigraphie, c'était vraiment pour mes besoins personnels. Oui. Fait que c'était vraiment pour mes projets que j'ai appris à imprimer. Et puis, j'avais une belle situation. Là. Moi, j'avais les clés de la shop, fait que... J'allais dans la shop la nuit, puis on faisait ce qu'on voulait. Là. Jusqu'au jour où c'était devenu une petite manufacture, mon affaire, puis j'imprimais tellement pour tout le monde qu'à un moment donné, je me suis fait avertir. Parce que lundi, les filles rentraient, puis il est où le galon de rouge? Là? J'étais comme « Oups! » Fait que ça m'a mené quand même à installer mon propre atelier. Là, moi, j'ai monté un atelier à la maison, puis j'ai imprimé chez nous pendant 20 ans facilement. Là. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça à temps plein. J'ai toujours eu une job, puis j'aimais ça parce que mes jobs, c'était pas des jobs à temps plein non plus. Fait que j'avais toujours une job steady, mais après ça, je pouvais faire mes projets d'atelier. Puis j'avais, tu sais, vu que c'était pas ça, que je me fiais pas là-dessus, mettons, pour gagner ma vie, mais j'avais le luxe de choisir les projets sur lesquels je voulais travailler. J'ai jamais fait des projets chiants, là. C'était toujours des échanges, travailler pour des éditeurs ou des artistes que j'aime. Fait que c'était tout le temps le fun. Là. Ouais. À partir d'un certain moment, il y a quand même une espèce d'engouement qui se crée autour de la sérigraphie dans le milieu de la petite édition au Québec. Je pense à un projet en particulier, l'Atlas sérigraphique de Montréal, que tu as fait en quoi, 2011? J'ai commencé en 2011 puis il est sorti en 2013. OK. C'est quand même une espèce d'ouvrage quasiment synthèse de qu'est-ce qui s'est passé entre, disons, le tournant 90-2000 puis cette période-là, où il y a vraiment plein d'artistes qui ont aussi fait de la sérigraphie de leur côté. Oui, ben moi, personnellement, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus que je pensais. Puis il y en a beaucoup que je connaissais pas. Puis des plus jeunes que moi aussi, du monde qui arrive puis qu'on découvre. Fait que le concept du livre, c'est que... Puis c'est aussi que je connaissais beaucoup d'affichistes. Il y avait énormément d'affichistes. C'était pas tant des fanzineux ou des BDistes, c'était des affichistes. Fait que le concept de l'Atlas, c'est que je me suis dit, il faut que je fasse un livre sur mesure pour les affichistes. Fait que j'ai acheté une palette de papier, puis on pliait la feuille en deux, puis ça, c'était le livre. Fait que j'ai distribué du papier à une quinzaine. Au début, on était à une vingtaine, je pense, d'artistes qui impriment. Puis leur engagement, c'était d'imprimer leur contribution au recueil. Et puis, il y avait un autre éditeur impliqué dans le projet. C'était Marc Desjardins, d'une maison qui s'appelle Le Temps volé. Okay. Lui, il fait plus de la poésie, du livre d'art, du livre-objet. Puis j'ai souvent imprimé des projets pour lui. Puis je lui disais tout le temps, je veux pas que tu me payes. Un jour, j'aurai un projet, puis tu sais, ça sera la monnaie d'échange. Puis j'y ai proposé l'Atlas, puis il a décidé de le faire. Fait que ça a été un projet de reliure un peu fou, là. Ah oui, c'est clair. Il a tout été cousu, une couverture cartonnée, toilée, en tout cas. Puis moi, ce livre-là, je le voyais vraiment un peu comme un clin d'œil sur ce qui se faisait en tant que sérigraphie dans le début des années 2011, 12, 13. T'sais. Fait que c'était comme
C'est comme si ça prenait cette scène-là puis ça l'affichait dans un livre. Ouais. C'était un peu ça l'idée, le concept du livre. Là. Oui, puis ça fait vraiment, comme je disais, une espèce de tour d'horizon de ce qui s'est fait entre les années 90 puis le moment de la création du projet. C'est vraiment un livre formidable. Moi, je l'ai consulté dans la collection de BANQ à Rosemont. C'est là qu'il y en avait un, parce que sinon... Ben, on en a fait 100... Ah oui, quand même. 100, mettons 130 copies peut-être. Ah ouais, OK. Fait que le tirage, l'édition publique, c'était une centaine de copies. Puis après ça, c'était des copies pour les auteurs. Quand même. Ouais. Énorme travail d'impression. Ouais. Ben, c'est le relieur qui a le plus sué du groupe, je pense. Là. Okay. Mais il y a ça, en tout cas. Il a assuré. OK. Peut-être qu'on peut commencer à parler de... Ben, on peut commencer par le Gravzine de Richard Suicide, qui est comme un de tes derniers projets. Puis après ça, on peut peut-être faire un tour d'horizon de ce qu'on a amené à vous présenter. Fait que il y a un projet à Montréal qui s'appelle les Distroboto. C'est Louis Restelli, le personnage qui est derrière Exposine et compagnie, que quand l'interdiction de fumer dans les bars est passée, lui, il a acheté un conteneur plein de vieilles machines à cigarettes. Les machines qu'il y avait dans les bars pour vendre des cigarettes. Fait qu'il en a acheté une centaine de machines. Son objectif était de faire des machines distributrices d'art. Fait que ces machines-là étaient placées à la meilleure époque. Là, il devait y avoir 15 machines en fonctionnement à Montréal, dans des bars, des maisons de la culture, des bibliothèques. Puis la seule imposition, c'est qu'il invitait le monde à faire des petites créations qui, physiquement, n'étaient pas plus grosses qu'un paquet de cigarettes, parce qu'il fallait que ça fonctionne avec le mécanisme de la machine. Mais là, mettons, tu te retrouvais à Casa del Popolo pour aller voir un spectacle un soir, ben il y avait le beau Distroboto. Puis là, c'était plein de fanzines, des petites peintures miniatures, n'importe quoi. Là. Il y avait toutes sortes d'artistes qui participaient à ça. Tu mettais 2 pièces dans la machine, clic-clac, puis là, ben tu te retrouvais avec un petit objet. Moi, j'avais fait ce livre-là, du Manger en canne, avec le BDiste de Montréal, Richard Suicide. Puis on avait fait un tout petit fanzine. Il était gros comme ça. Puis on en avait fait 200 copies, puis écoute, il s'est envolé en le temps de le dire. Fait que on a décidé de le rééditer 20 ans plus tard. Fait qu'on a fait l'édition augmentée. Dans le fond, l'édition originale, c'était comme la moitié, je dirais, de ça. Là, on l'a fait un petit peu plus gros, puis au fil des années, Richard a dessiné d'autres cannes, fait que ça a passé de 20 à 40 cannes. Là. Fait que je pense que c'est un bon exemple de Gravzine. Fait que... puis c'est un peu un clin d'œil pour les plus vieux parmi nous. Là, à l'époque, il y avait des trucs, ça s'appelait les wacky packages. Là, on achetait ça au dépanneur. Fait que comme tu achètes des cartes de hockey, par exemple, mais c'était des autocollants. Puis c'était des parodies de des produits du quotidien. Là, fait que ça se moquait de n'importe quoi. Là. Ça pouvait être un pot de sauce à spaghetti d'une marque connue. Ben, ça faisait une parodie dégueulasse de ce truc-là. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'achetais ça. Je trouvais ça bien drôle. Puis je pense que Richard, il avait un petit peu la même approche pour des produits inventés. Mais c'est en plein dans son humour, même dans ses bandes dessinées. Il y a vraiment, tout le temps c'est sur mesure pour Richard. Là, tout devient un peu dégoulinant puis dégueulasse. Puis drôle, surtout. Oui, vraiment. Puis donc, c'est toi qui l'as imprimé? Oui, ça, c'est moi qui l'ai imprimé, ouais. Puis, juste par curiosité, combien de couleurs, combien de passages ça a pris pour ce projet-là? Laisse-moi penser un petit peu. Parce que, tu sais, l'édition originale est imprimée sur du papier orange. Ben, sur ce papier orange-là. Mais j'en avais plus assez pour la réédition. Fait que j'ai proposé à Richard d'utiliser un papier vert que j'avais. Mais vu que dans son découpage de couleurs, il utilisait l'orange du papier, il a fallu refaire la séparation de couleurs pour imprimer l'orange parce qu'il manquait. En tout cas, fait que c'était blanc, jaune, bleu, noir. Fait que c'est juste 4 couleurs. Il y a du rose aussi, non? Puis l'orange. Non, c'est ça. Ah oui, t'as raison, il y a du rose. En tout cas, sur la couverture, il y a du rose. Ben oui, mais pas dedans. Ah, OK. Fait que blanc, bleu, jaune, noir. Voilà. Puis l'orange. Fait que 5 couleurs. Mais
Ouais, c'était une bonne job, ça, parce que pour le contenu du livre, c'était 2 feuilles recto verso, 5 couleurs de chaque bord. Ouais. Fait que c'était une trentaine de passages faciles. Là. Ouais. Génial. On peut faire un tour. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent s'approcher, un peu regarder les gravesines qu'on a apportées à feuilleter, il y a vraiment de tout. Là, c'est une partie de ma collection personnelle. Il y a des choses qui sont en vente ici aussi. Il y a des trucs qui sont de la collection d'Archives Montréal, comme celui-là. C'est un gravesine qui a été fait par Caroline Sury, qui est cofondatrice du Dernier Cri en France, qui est un éditeur de gravesine établi à Marseille, qui est comme dans disons, les grands noms du gravesine en France. Ça aussi, sur la droite, à ma droite ici, là, au coin, c'est le Hôpital Brut. C'est une publication collective du Dernier Cri à Marseille et qui rassemble là, à chaque fois un nombre croissant d'artistes. Dans celui-là, je pense qu'il doit en avoir au-dessus de 70 d'un peu partout dans le monde. Là, il y a une espèce il y a une scène du gravesine au Japon qui est en contact avec des artistes ici, en France. Ils sont aussi en contact avec des artistes un peu partout en Europe, au Mexique. Je me permets d'intervenir. Oui. Tu sais, dans l'univers du fanzine puis de la bande dessinée, il y a beaucoup de BDistes, des fois, qui dans le but ou le souhait, peut-être, de se trouver un éditeur, puis de se faire publier. Peut-être que tu pourrais être confronté à ce qu'il y ait des contraintes, t'sais. Puis dans l'univers du gravesine, ce qui est le fun, puis de l'auto-édition, c'est que tout d'un coup, tu n'as plus de compte à rendre à personne. Tu n'as pas à te soucier si ça va vendre, ou si ça va plaire, ou si ça va déplaire. En tout cas, moi, personnellement, mon seul souci à moi, c'était de me plaire à moi. T'sais. Je me faisais plaisir. Quand je faisais un livre, c'était pour me faire plaisir. Fait que, à partir du moment que tu t'es fait plaisir, là, tout va bien. Au niveau de la distribution, ça se complique un peu. Parce que, à une époque, à Montréal, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'adresses qui daignaient prendre des fanzines en consigne, mais il y en avait des excellentes. Comme, mettons, le marché du livre, le défunt marché du livre, je pense qu'ils ont fermé maintenant, mais à l'époque, il était où la grande bibliothèque, là. C'était le Palladium, puis le marché du livre était là, sur le coin de Berry puis Maisonneuve. Puis c'était une librairie, il y avait beaucoup de livres usagés, puis eux, ils étaient très fanzine-friendly, là. Il y avait vraiment une belle petite section, puis moi, c'est là que j'achetais toutes mes fanzines. Il y avait la librairie Nebula, plus au centre-ville de Montréal. Tu sais, comptais sur les doigts d'une main là, les endroits où tu peux vendre ça. Mais je me souviens, moi, d'expérience que on travaillait fort. Là. Des fois, on allait dans d'autres petites librairies, puis tu arrivais avec tes petits trucs photocopiés, puis ça vous tente de prendre ça en consigne, puis OK, puis là, tu retournes 3 mois après, puis il ne sait plus où ils sont. Ils sont dans une boîte toute ratatinée. Ouais, OK. Fait que, c'était un peu difficile. Là, il n'y avait pas... La vente par correspondance, c'était à peu près inexistant. Là, fait que c'était très marginal. Mais c'est pour ça que le fait que quand on s'est mis à organiser des événements, on s'est rendu compte que c'était comme ça que ça marchait le mieux. T'sais. Je veux dire, si on n'est pas capable de les vendre en librairie, faisons une fête. Puis la force du nombre, si tu as 15 personnes qui ont fait un fanzine, qui invitent tous leurs amis et leur famille, ben ce soir-là, tout le monde va bien vendre. Puis ça diffuse. Là, fait que, c'était jamais triste. Là. C'était tout le temps une fête. Là. Oui, de toute façon, même dans l'édition conventionnelle, il n'y a personne de mieux que les personnes qui ont édité les livres pour les vendre. Au final, là, les libraires font un travail impressionnant, mais au fond, c'est les personnes qui ont fabriqué les livres, qui les ont créés aussi, qui sont le plus en mesure de défendre leur création puis de bien les présenter, au fond. Oui, puis c'est des petits laboratoires aussi. C'est le fun d'essayer des choses, des fois, avec les moyens du bord. Vu que tu fais pas des gros tirages, tu peux te permettre de faire des choses aussi. J'ai vu du monde qui faisait des fanzines. Je te donne un exemple. Il y avait 2 gars, les frères Abu Bacha. Eux autres, ils faisaient leurs fanzines. La couverture était photocopiée, et puis ils venaient colorer les couvertures. Chaque couverture était colorée à la main, à l'aquarelle. Fait que quand tu arrivais là, tu regardais tous les numéros, il n'y en avait pas 2 pareils. Mais tu sais, il en avait fait 50, mettons. Fait ça se peut. Tu te dis, oui, ça va prendre le temps que ça prend, mais ça se peut. Puis l'effet était terrible. Là. C'était beau. Là. Puis pourtant, c'était d'une simplicité. Là.
C'était fait avec les moyens du bord. Ouais. Même encore à ce jour, je pense que le dernier cri, les artistes sont payés en gravesine. Puis la seule personne qui est payée, c'est Paquito maintenant qui est un peu tout seul à travailler là. Puis il n'y a pas vraiment d'argent à faire. Là, c'est faire rouler la business, puis après, ça s'arrête là. Ouais. C'est vraiment une économie de peu de moyens avec des échanges, des dons, des réseaux Ah oui, c'est très communautaire. d'artistes. Oui, c'est ça, exact. Je peux faire une petite présentation, peut-être montrer des gravesines que j'ai apportées. Donc ça, c'en est un qui a été imprimé par le Dernier Cri en sérigraphie. C'est un collectif qui s'appelle Modèle Peltex, qui est basé à Strasbourg, qui fait des gravesines depuis les années 80. Puis celui-là, c'est un numéro Danse macabre qui a été dessiné, conçu, assemblé dans les années 90, mais qui est un peu tombé dans l'oubli, qui s'est ramassé dans un fond de tiroir, puis qui a été ressorti il y a, je pense, 4 ans. Donc, il y a des vieux dessins, mais qui viennent juste d'être réédités ou imprimés. En tout cas, même pas réédités, édités pour la première fois. Donc, ça rassemble les contributions de plusieurs artistes en France qui sont dans ce milieu-là. Là. Ça, c'est Y5P5. Ouais. C'est drôle parce que lui, à un moment donné, il a disparu. Personne ne savait il était où. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Puis, à un moment donné, il a refait surface. Puis, il allait pas très bien. Ouais. Puis, lui, ben... Pour prendre un verre, ben, il allait à son bistrot favori, puis il faisait des dessins sur des sous-verres, puis il cherchait à les échanger pour se payer une bière. Puis il y a un livre qui a été publié dernièrement qui collectionne des sous-verres qu'il a illustrés comme monnaie d'échange. Ouais. Enfin, c'est pas tout des... Ouais, C'est une histoire triste un peu, là, mais à l'époque, moi, Y5P5, c'était un artiste fort. Mm-hmm. Ouais, vous voyez un peu le style, là, c'est très... moi, j'aime bien dire que des fois, ça pique les yeux en les regardant. Ça peut aussi tacher les doigts parce que la sérigraphie ou des techniques d'impression artisanale, des fois, ça peut laisser des encres pas tout à fait sèches ou pas tout à fait lisses, disons. Donc ça, c'est... on est en plein dans le gravesine traditionnel. Faut pas oublier que c'est imprimé à la main. Là, tu sais, des fois, je vois ça, mettons, du monde qui vend en ligne, puis ils vont mettre des mentions spéciales et disent... soyez avertis que c'est un livre qui est imprimé à la main. Les copies vont comporter des défauts. Des fois, il y a des petits ratés au niveau du registre. Ça fait la beauté d'une œuvre originale imprimée à la main. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un peu ça aussi qui fait la beauté des livres qui sont imprimés à la main. C'est tu le sens que c'est imprimé à la main? Là? Oui, c'est ça. Ben, en fait, on est entre l'œuvre d'art puis le livre. Au fond, là, il y a un truc que Paquito Bolino du Dernier Cri dit que je trouve vraiment intéressant. Il dit, nous, on fait des œuvres d'art, puis au lieu de les vendre 5 000 $, on en fait 100, puis on les vend 50 $ chaque. Ouais. Puis l'œuvre, c'est pas la copie individuelle du gravesine. Le gravesine, c'est l'ensemble du tirage. C'est comme une œuvre qui a été séparée en 100, 150, 200 parties. Je trouve que ça replace un peu le processus de fabrication, puis le côté, ben oui, là, évidemment, c'est pas toutes les parties d'une peinture qui sont égales. Il y a différentes parties qui ont demandé différentes techniques aussi. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Quand tu imprimes en sérigraphie, des fois, ben c'est ça, il y a des copies que tu fais qu'il y a un côté qui est mal imprimé, l'encre a séché. Tu imprimes à la main, là, fait que... Tu sais, mettons, tu fais un tirage de 200, là, tes 75 premières copies sont écœurantes. Puis là, à un moment donné, il y a comme, tu sens la fatigue qui s'installe tranquillement dans l'imprimé. Puis à la fin, là, t'es tanné, là. Fait que, il y a des... c'est ça. C'est le charme de la chose. Oui, puis comme il faut imprimer chaque couleur séparément, ben, des fois, il faut bien caler la copie pour être certain de réimprimer au bon endroit. Sinon, ça fait un espèce de décalage. Puis là, ça peut... ouais, ça y échappe pas. C'est ça. Il y a moyen de gâcher des encore copies. Là, moi, quand j'ai appris à faire la sérigraphie, j'étais un petit peu obsédé registre. Puis j'ai vu des artistes qui imprimaient, puis tu sais, eux autres, ils mettaient une pile de papier, puis ils imprimaient sa feuille, puis ils enlevaient la feuille, tu sais, fait que au diable le registre, là, tu sais, mais moi, je regardais ça, puis j'étais là, ils sont fous, ça va être complètement off, tu sais. Puis c'était complètement off, mais quand tu le regardes, t'es là, sac, c'est beau.
C'est pas pour rien que des fois, dans des logiciels de dessin, ils peuvent donner des effets silk screen, mettons. Ben, l'effet silk screen, c'est toujours ça. C'est toujours comme, là, le registre, il est fuck off, puis c'est comme... C'est ça qui est beau. Ouais. Ça ici, c'est un gravesine d'un duo français, mais qui est établi à Berlin, qui s'appelle Bon Goût, ou Resurgo, ou... en tout cas, ils ont Je plusieurs... pense maintenant, c'est Resurgo. Hein. Il me semble qu'ils sont revenus à Bon Goût il n'y a pas longtemps. Puis ils ont aussi Boys on Sale, là, leur boutique en ligne. En tout cas, bref, ils ont comme plusieurs identités à deux. Faut suivre. Ouais. Puis ils font de la sérigraphie aussi. Ils sont issus un peu du même milieu, mais là, on est vraiment dans une approche visuelle complètement différente. Là. Ben, déjà, c'est plus de l'abstraction. Ils ont aussi clairement un passé punk, mais dans leur pratique artistique, il y a une dimension un peu plus... ils ont une réflexion un peu plus spirituelle, moins dans la provocation. Puis, ils font aussi, avec des écrans de sérigraphie, des œuvres monumentales. Là. Donc, ils se conçoivent plus comme des peintres qui travaillent avec l'impression comme technique de peinture. Puis, ils font des passages entre les deux que comme des dessinateurs, dessinatrices qui imprimeraient leur dessin. Là. C'est drôle, la sérigraphie, parce qu'il faut vraiment que tu... c'est une drôle façon d'imaginer ton dessin. Il faut que tu le déconstruises. Fait qu'il faut que tu l'imagines une couleur à la fois. Puis des fois aussi, quand tu te mets à jouer avec les superpositions de couleurs, ça rajoute un degré, mais fait que, tu sais, de vouloir imaginer... des fois, tu regardes là-dedans, tu sens que c'est vraiment de l'expérimentation. Là. Oui. Quelque chose qu'on fait quand on fait la sérigraphie, quand on sérigraphie, des fois, on va faire des maculatures qu'on a dit. Fait que quand ta soie est prête, tu es prête à imprimer, tu vas prendre n'importe quelle feuille, puis juste pour partir ta soie, t'assurer que l'encre passe partout, puis il y a comme une petite période de tampon avant que tu commences à faire ton tirage. Puis moi, des macus, là, j'en ai une montagne. T'sais. Puis j'ai des feuilles, il doit y avoir 60 passages sur ces feuilles-là. Puis il y a des accidents là-dedans, des fois, là, puis c'est le fun au bout. C'est comme du collage accidentel, au fond. C'est du collage accidentel. Du collage d'impression. Puis des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelque chose, que c'est un accident, puis je me dis, il faut que je trouve à reproduire ça, parce que ça marche vraiment. C'est la combinaison de deux angles, une trame, ou tu ne sais pas ce qui est arrivé, mais tu n'y avais pas pensé pantoute. Mais le résultat est là, puis tu es comme, wow, ça marche, c'est le fun au bout. Le refaire pareil? Non. On a parlé beaucoup de sérigraphie, mais il y a aussi toute une partie du gravesine qui s'est fait en photocopie puis qui se fait encore en photocopie. Là. Celui qui fait Modèle Peltex, Dominique Leblanc, encore aujourd'hui, il fait des petits gravesines en photocopie. Il y a une espèce d'amour aussi pour les techniques d'impression cheap. Ou en tout cas, il y a une espèce de nostalgie aussi pour la photocopie elle-même. Là. Donc ça, ici, c'est un gravesine qui est fait en moitié sérigraphie, moitié photocopie. Donc, celui-là, c'est pas de la nostalgie, là, c'est un vieux gravesine, je pense qu'il date de 90, celui-là, avec c'est ça, des vieux de la vieille en France. Donc, c'est ça, il y a un mélange de sérigraphie puis de photocopie. Voilà. C'est drôle comment, des fois, la ligne est mince entre des... Tu sais, comme on disait tantôt, un gravesine, c'est-tu un livre-objet, c'est-tu un tu sais, je pense que c'est au niveau de la perception, peut-être. Là. Moi, je sais pas, ça fait 10 ans, peut-être, ou un peu moins, j'ai eu la chance d'aller participer à un salon à Lausanne qui s'appelle Tirage Limité. Cette année-là, le Québec était à l'honneur. Et puis, il y avait une fille qui avait été mandatée de monter une équipe, une délégation québécoise. T'sais. Puis on parlait de l'Atlas tantôt. Ben moi, je suis sûr que parce que l'Atlas était déposé aux archives, qu'elle a vu ce livre-là. Puis ça a été mon ticket pour participer à cet événement-là. Parce que tout le monde avec qui on a fait le voyage, c'est beaucoup du monde qui faisait du livre-objet, du livre d'art. T'sais. Puis justement des livres, un exemplaire, 2 exemplaires. T'sais, ils font une copie pour dépôt, une copie pour lui, puis une copie pour son mécène. Je sais pas comment ça marche. T'sais. Mais quand on était à ce salon-là, mettons l'Atlas sérigraphique, moi je le vendais 200 $. Je considérais que c'est cher, mais ça valait... En tout cas, je sais pas. Moi, je me suis dit, je vais faire un genre de livre d'artiste. Hein. Puis quand je suis arrivé au salon là-bas, le monde... Moi, en plus, je le vendais 200 francs suisses. Puis le monde, il arrivait là, il était là. Mais c'est une aubaine! Il était là, vous le donnez, votre livre? C'est quoi cette affaire-là? J'étais là, ah bon, oui. Mais, je me rendais pas compte, mais là-bas, il y a vraiment une culture du livre d'artiste
Ben, assez pour faire un salon que c'est juste ça, tu sais. Mais ça pour dire, moi, je suis jamais revenu c'est la seule fois de ma vie que je suis revenu d'un voyage avec de l'argent dans mes poches. C'est quand je suis allé là, parce que j'ai tout vendu, tu sais. Ouais. Puis le monde n'en revenait pas, il trouvait qu'on donnait nos livres, tu sais. Oui, parce que du point de vue des créateurs, créatrices, il y a plein de points de passage entre le fanzine, le gravzine, le livre d'artiste. Tu sais, à partir du moment où tu veux t'éditer toi-même, ben, tu es dans une démarche de réflexion sur l'objet, comment tu vas le produire, comment tu vas en faire des copies, etc. Déjà, la ligne est mince là, au niveau de la production, mais après, ça peut aussi être des publics complètement différents. Là. Ouais. Le livre d'artiste, c'est beaucoup plus proche du monde de l'art, où est-ce que là, effectivement, les œuvres d'art, c'est un marché complètement à part, là, alors que... Quand on a lancé l'Atlas sérigraphique, j'ai vraiment trimé fort pour essayer d'attirer l'attention, justement, du domaine du livre d'art, puis ça n'a pas marché. Ah, OK. Pas grave. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, ça marcherait. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus d'intérêt ou de pont entre les deux. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Ce que je vous montre là, c'est un gravzine de Sergei Voutouk, qui est yougoslave, installé en France, qui fait du skate, qui fait des photos de skate, puis qui produit ses gravzines en photocopie. Donc ça, c'est de la photocopie sur des feuilles argentées. Souvent, ils s'amusent à faire des photocopies, intervenir sur la copie, la refotocopier, puis faire des espèces de loops de photocopie comme ça. Donc, ça donne toutes sortes d'effets de texture, un côté un peu fantomatique à ces images. Puis ça aussi, c'est un genre d'exemple d'utilisation de la photocopie qui ne se faisait pas nécessairement dans les années 90, où est-ce que la photocopie était la technique privilégiée pour faire de l'impression rapide, disons. Ça existe encore la photocopie, puis encore des choses à explorer, à faire avec cette technique-là. Puis ça, c'est un exemple intéressant, je trouve. Tu sais, puis on parle d'esthétisme aussi, là. C'est la photocopie comme médium. C'est à une époque où, mettons, le look poster de show punk, mettons, t'sais. Fait que souvent, c'était des photocopies, refotocopiées d'une photocopie, refotocopiées d'une... T'sais. Fait que ça donne ça donne vraiment un effet, une esthétique qui est propre à ce médium-là. Puis que là aussi, il y a des logiciels de dessin. Si tu veux avoir un effet photocopie punk, ils sont capables de faire cet effet-là. Là, oui, moi, dans mon travail sur l'histoire des zines, j'ai travaillé entre autres sur l'histoire des zines punk. Ouais. Puis, tu sais, des distros comme toi tu fais, ça n'existait pas à l'époque. En fait, les distros, c'était donner un zine, puis les gens le photocopiaient pour le distribuer. Ouais. Donc, la façon normale de faire circuler un zine dans les années 80-90, c'était de faire des photocopies, de photocopies, de photocopies. T'sais, les distros avaient une copie, il n'y avait pas d'inventaire à gérer. Il y avait une copie, il y a une commande qui rentrait, il refaisait une nouvelle copie, puis il l'envoyait. Oui. Fait que le concept d'original dans ce contexte-là n'existe pas. Là. C'est disparu. Après 2 semaines, il n'y a plus d'original. Là. Non, c'est ça. Il reste 15 minutes à la table ronde. On peut peut-être commencer à prendre des questions, des commentaires du public s'il y en a qui en ont. Sinon, on peut continuer à parler des gravzines qui sont sur la table. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des choses à dire, des questions à poser. Non, ça va. Ah oui. Donc, je vais répéter la question pour qu'on puisse tout le monde entendre. Donc, dans les projets artistiques auxquels on a participé, c'est lesquels qui ont été les plus challengeants, en tout cas les plus intéressants, les plus stimulants dans la création? Tu peux peut-être y aller. Moi, mes projets artistiques, je fais des projets en groupe, c'est pas moi l'artiste du groupe. Là. Ben, je pense que j'ai envie de dire l'Atlas sérigraphique encore, là, parce que c'est un projet qui a pris 3 ans à réaliser. Ben, moi, à un moment donné, j'ai eu un enfant au travers de ça, fait que ça a comme un peu mis le projet sur la glace. Puis, mais en même temps, des fois, je faisais mon tour de table, puis c'était comme, OK, tout le monde, là, la date butoir s'en vient, là, comment ça se passe, puis tout. Puis, là, à un moment donné, ça marchait pas. Puis là, ben, moi, je disais, le projet, il n'existe pas sans vous autres. Fait que c'est pas la sortie du livre qui importe autant que le livre lui-même. Fait que on va attendre 1 an de plus. Là, ça me dérange même pas. Là. Fait que ça a vraiment été un projet de longue haleine, là, disons-le comme ça. Fait que des fois, tu as beau vouloir te motiver puis te craquer, puis ça stalle, ça bloque dans le coude, fait que c'est ça, t'attends. Mais en bout de ligne, j'étais vraiment content du résultat, puis surtout content parce que tout le monde qui avait participé était fier du résultat puis du produit final, fait que ça pour moi c'était mon salaire, là,
Le reste, ça n'a pas d'importance. J'ai manqué au début, mais ça, c'est comme du street art. Ben, il y a un lien, oui, donc il y a un lien à faire avec le street art un peu, oui, parce que en fait, c'est Ça vient, ça vient Partout. de partout. De... Non, 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 absolument pas. Non, 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 non. Oui. Oui. Oui, il y a des liens à faire avec le street art. C'est surtout des gens qui viennent donc du milieu de la bande dessinée à la base. Mais oui, oui, c'est des milieux proches des contre-cultures. Il y a clairement des gens qui font du graffiti, qui ont fait des gravesines et vice-versa. Là. Moi, j'ai été en voyage dernièrement, j'ai été à Berlin, j'ai été à Vienne, puis tout cas, j'ai vu, là, j'ai fait une coupe de calendrier avec ce que j'ai posé. Là, puis À Berlin, c'est fou. Là. c'est épouvantable. C'était une galerie à ciel ouvert. Pour le street art, là, justement. Totalement. Mais c'est surprenant, à Vienne, t'as des places où t'as comme des, je sais pas moi, la peine à ordures, puis que tout est... Tout devient un support. Ça a l'air de rien, mais en tout cas, c'est ça, c'est un peu des jeunes dans cette mouvance-là. Tu sais, parce que là, on parle de gravesine puis de fanzine. Je veux dire, il y a comme... moi, je pense qu'il y a comme le même phénomène, mettons, pour le sticker. T'sais. Fait qu'il y a une communauté qui font des stickers, puis eux autres, ben leur toile, c'est urbain. Là, t'sais, là. Ils vont mettre des stickers partout. C'est comme ça qu'ils vont faire circuler leur création. Là, t'sais. J'imagine qu'il doit y avoir un réseau d'échange pareil. Là. Je le sais pas, puis des fois, c'est ça qui est le fun. C'est complètement anonyme. Tu vois des choses, tu sais pas c'est qui l'a fait, mais des fois, tu en vois un, puis c'est un petit chef-d'œuvre. Ah, mais justement, puis il y a des échanges entre les deux. Souvent, c'est pas... c'est rare les gens qui font juste des zines, juste des gravesines, ou juste des stickers, ou juste des graffitis. Souvent, les gens qui dessinent ont plusieurs façons de diffuser leur art. Là. Puis justement, ça me fait penser, il y a 2 ans, j'étais en Italie puis en Allemagne. Puis quand j'étais en Italie, à Bologne, j'ai vu un sticker que j'ai trouvé vraiment, vraiment beau. Il y avait un lien vers la page Instagram de la personne qui l'avait fait. Puis signé Matteo. Puis après, ben, dans un salon de zine à Berlin, j'ai vu un de ses zines. En fait, il était là puis il vendait ses zines aussi. Fait que c'est vraiment... oui, ça se fait là, ben, à travers les réseaux sociaux aussi, diffuser des images, des publications qu'on fait. Oui, oui. Plutôt à l'extérieur, j'imagine, ou C'est français, ça, en tout cas. Ça, c'est français. à certaines places? Eux autres, c'est vraiment... ils en ont fait plusieurs, Hôpital Brut, là, puis c'est vraiment juste un projet rassembleur. Tout le monde soumet leurs dessins, puis après ça, ils... C'est pas comme dans une salle de... Non, c'est vraiment juste ça. C'est une publication, c'est pas un catalogue. Oui, oui, c'est un livre. Ouais. Ouais, c'est un livre qui existe sous cette forme-là uniquement. Puis c'est associé à une maison d'édition ou imprimeur en France, à Marseille, qui s'appelle Le Dernier Cri. Puis leurs publications sont distribuées au Québec. Entre autres, il y en a à la librairie Le Port de Tête, ici à Montréal. Sinon, il y a Vincent qui fait les livres Fernand, qui les distribue aussi dans des salons. Donc on peut en trouver ici. Oui. Merci. Ah, il y en a, il y en a. Faut chercher, mais ça Faut se trouve. chercher, mais il y en a. Faut chercher. Ouais. Des fois en voyage, je cherche. Bon, on peut Bienvenue. peut-être conclure là-dessus, puis on peut vous inviter à venir... Oui. Excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Il y a une petite valise qui traîne là-bas à terre, là. Puis à l'intérieur, il y a le journal L'Étiquette. C'est un journal gratuit qu'on publie, que je publie en collaboration avec la brasserie Donham où je travaille. Alors, je vous invite à vous en prendre une copie. C'est gratuit. Ouais. Puis c'est un gravesine, mais sur le thème de la boisson. Puis oui, c'est ça, on peut conclure, là. Il reste une dizaine de minutes, puis on peut probablement étirer un tout petit peu. Venez feuilleter les livres, les zines, les gravesines, puis on peut en discuter aussi. Ça s'y prête plus quand on les a devant les yeux. Là.